Imaginez qu'on vous dise « Désolé, mais votre pays est condamné à la famine. Des millions de personnes mourront de faim et personne ne peut rien y faire. » C'est exactement ce qu'on disait à l'Inde dans les années 60. Et pourtant, aujourd'hui, ce même pays nourrit 1,4 milliard de personnes et exporte même de la nourriture. Comment un tel miracle est-il possible? Comment l'Inde a-t-elle transformé une condamnation à mort en une réussite? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Remontons le temps jusqu'aux années 1960. L'Inde, indépendante depuis à peine 15 ans, porte encore les stigmates du colonialisme britannique. Des systèmes d'irrigation abandonnés, des terres épuisées et une population traumatisée par la terrible famine du Bengale qui a emporté 3 millions de personnes en 1943. Les rues de Delhi et de Calcutta racontent une histoire douloureuse. Des enfants au ventre gonflé et aux membres squelettiques tendent la main pour mendier du pain. Des familles entières dorment sur les trottoirs, trop faibles pour chercher un abri. Les récoltes sont mauvaises, la population augmente rapidement et le pays doit chaque mois faire appel à l'aide alimentaire américaine via le programme Food for Peace. Une humiliation quotidienne pour cette nation fière qui venait tout juste de conquérir son indépendance. En 1966, le sort s'acharne. Le ciel refuse obstinément de donner de la pluie. La sécheresse s'installe comme un hôte indésirable qui ne veut plus partir. Dans les villages du Pendjab et de l'Uttar Pradesh, le grenier traditionnel du pays, les agriculteurs regardent avec désespoir leurs champs craquelés par la chaleur. Les réserves de céréales du pays entier ne dureraient que 2 semaines. Oui, vous avez bien entendu, 2 semaines. Les experts occidentaux sont unanimes dans leur verdict impitoyable. L'Inde est condamnée. Le biologiste américain Paul Ehrlich déclare que donner de l'aide alimentaire à l'Inde, c'est comme donner de l'aspirine à un malade du cancer en phase terminale. Le magazine Time publie même un article au titre effrayant. Triage. Qui vivra? Qui mourra? Dans les bureaux des gouvernements occidentaux, on discute froidement des régions de l'Inde à sauver et de celles à abandonner à leur sort. Imaginez le poids écrasant qui pèse sur les épaules des dirigeants indiens. Comment annoncer à son peuple que l'avenir n'existe peut-être pas? Face à ce désastre annoncé, que pouvait-on faire? C'est là qu'un homme, dont le nom est peu connu du grand public, entre en scène, Norman Borlaug. Ce chercheur américain a plus l'air d'un fermier que d'un scientifique. Fils d'immigrants norvégiens, Borlaug a grandi pendant la Grande Dépression et savait ce qu'était la faim. Pendant 20 ans, sous le soleil brûlant du Mexique, il a travaillé sans relâche, animé par une idée que beaucoup jugeaient folle, créer des variétés de blé spécifiques, adaptées aux pays pauvres. Et qu'est-ce que ce blé a de si spécial? Il est petit. Alors que le blé traditionnel pousse en hauteur lorsqu'il est fertilisé, parfois jusqu'à 1,50 m, ces nouvelles variétés restent courtes et robustes, atteignant à peine 60 cm. Ces plantes trapues peuvent absorber plus d'engrais, sans verser, et produire beaucoup plus de grains par plant. Mais il y a un gros problème. Ce blé mexicain n'est pas adapté au climat indien. Il n'a jamais été exposé aux maladies locales, ni aux conditions spécifiques du sol du sous-continent. C'est là qu'intervient M. S. Swaminathan, un scientifique indien au parcours atypique. Issu d'une famille de médecins du Tamil Nadu, il a changé de voie après avoir été témoin de la terrible famine de 1943. Un jour, Swaminathan lit un article sur les travaux de Borlaug. Il comprend immédiatement le potentiel de ces blés miracles et se lance dans un défi fou, importer ces graines en Inde et les adapter au climat local. Imaginez la scène, dans des laboratoires rudimentaires de l'Institut indien de recherche agricole, sans ordinateur ni technologie moderne, avec du matériel souvent fabriqué à la main, des chercheurs indiens travaillent jour et nuit, croisant les blés mexicains avec des variétés locales. Swaminathan lui-même dort souvent sur un lit de camp dans son bureau, se réveillant toutes les quelques heures pour vérifier ses expériences. Mais voici un autre défi de taille. Comment convaincre des millions d'agriculteurs d'abandonner leurs vieilles méthodes et d'essayer quelque chose de nouveau? Dans un pays où l'agriculture n'est pas seulement un métier, mais un mode de vie, une tradition transmise de génération en génération, les nouvelles idées sont souvent accueillies avec méfiance. La solution qu'ils ont trouvée était d'une simplicité géniale, montrer plutôt que de dire. Le long des routes, à chaque carrefour de village,
le gouvernement a mis en place des parcelles de démonstration divisées en deux. D'un côté, le blé ancien, traditionnel, de l'autre, le nouveau blé avec de l'engrais. La différence était flagrante. D'un côté, des plantes maigres et clairsemées. De l'autre, une mer dorée de blé abondant, avec des épis 2 fois plus gros. Les agriculteurs n'avaient pas besoin d'une explication scientifique. Ils pouvaient en voir la différence de leurs propres yeux. Bien sûr, tout ne s'est pas déroulé sans accroc. Au sein même du gouvernement, certains étaient inquiets et fortement opposés au projet. Lors de réunions ministérielles houleuses à Delhi, les arguments fusaient. Ces nouvelles variétés nécessitent des engrais, de l'irrigation. Comment nos petits agriculteurs pourront-ils se les payer? Nous allons créer de nouvelles inégalités. D'autres craignaient la dépendance aux technologies étrangères. Allons-nous échanger notre indépendance politique durement acquise contre une nouvelle forme de colonialisme technologique? C'est là qu'intervient la vision politique du Premier ministre, Lal Bahadur Shastri, et de son ministre de l'Agriculture, C. Subramaniam. Shastri avait lancé le slogan « Jai Jawan, Jai Kisan », gloire aux soldats, gloire aux paysans, plaçant l'agriculteur au même niveau que le défenseur de la nation. Un soir de mousson, après une longue réunion du cabinet où les opposants semblaient mal l'emporter, Shastri prit une décision audacieuse. L'État soutiendrait cette transformation de toutes ses forces. Si nous échouons, au moins nous aurons essayé, déclara-t-il. Si nous n'essayons pas, nous aurons déjà échoué. Subventions pour les engrais, prêts à taux zéro pour l'équipement, garantie d'achat pour les récoltes, prix minimum garanti. L'État a tout mis en œuvre pour que même le plus petit agriculteur puisse participer à cette révolution. C'était comme si toute une nation avait soudainement décidé de ramer dans la même direction. Les résultats sont arrivés vite, et ils étaient d'ailleurs que ce à quoi quiconque s'attendait. En 1968, la production de blé a bondi de 5 millions de tonnes. L'année suivante, un autre bond incroyable. En quelques années seulement, l'Inde est passée du besoin d'aide alimentaire à la production de suffisamment de nourriture pour tout le monde. Dans les villages du Pendjab et de l'Haryana, tout le monde était ravi. Les scènes de joie étaient inoubliables. Les agriculteurs, qui n'avaient jamais pu nourrir correctement leurs enfants, voyaient maintenant leur grenier débordé. Certains ont pleuré en voyant leur première récolte de blé nain. Des milliers d'histoires similaires se sont répétées à travers le pays. La révolution verte n'a pas seulement produit du blé, elle a produit de l'espoir, de la dignité et des opportunités. Bien sûr, comme toute révolution, celle-ci a aussi ses revers, qu'il serait malhonnête d'ignorer. L'utilisation massive d'engrais a pollué certaines nappes phréatiques, notamment au Pendjab. L'irrigation intensive a abaissé le niveau des eaux souterraines dans certaines régions, créant une pénurie d'eau inquiétante. Les inégalités se sont creusées entre les régions bien irriguées, qui ont pleinement bénéficié des nouvelles techniques, et les zones plus sèches, laissées en partie pour compte. Les petits agriculteurs n'ont pas toujours pu suivre le rythme des grands propriétaires terriens. Ces défis environnementaux et sociaux sont réels et importants. Ils appellent à un changement de modèle, une révolution doublement verte qui réconcilie productivité et durabilité. Heureusement, une nouvelle génération d'innovation est en marche, portée par des entrepreneurs et des scientifiques indiens conscients de ces enjeux. Prenons l'exemple de Sunita Devi, une agricultrice du Bihar. À 35 ans, cette mère de 3 enfants et sa famille élargie n'a jamais connu la faim comme ses parents. Mais elle est confrontée à de nouveaux défis. Des sols épuisés, une eau rare, une météo imprévisible. Sur son smartphone, elle consulte une application qui lui indique le meilleur moment pour semer, la quantité exacte d'eau nécessaire et les prévisions météorologiques localisées pour sa parcelle. L'application qu'elle utilise a été développée par Cropin, une start-up indienne fondée en 2010. Son système sophistiqué combine images satellites et intelligence artificielle pour donner des conseils personnalisés aux agriculteurs, leur permettant d'optimiser leurs ressources. Cette nouvelle approche est également visible dans la ferme modèle de Vikram Singh à Bathinda. Sur ces terres, il pratique l'agroécologie. Il alterne des bandes de blé et des rangées de légumineuses qui, naturellement, restituent l'azote au sol, réduisant ainsi le besoin d'engrais chimiques. Des arbres fruitiers bordent ses champs, créant un microclimat favorable et lui offrant une plus grande diversification de ses revenus. Ces pratiques, qui allient savoir traditionnel et sciences modernes,
pourrait bien représenter l'avenir de l'agriculture indienne, et même mondiale. L'histoire de la révolution verte en Inde nous révèle quelque chose de profondément humain, quelque chose que nous partageons tous. Lorsque nous sommes confrontés à d'énormes problèmes, lorsque les gens prédisent des catastrophes, nous avons toujours un choix. Nous pouvons abandonner, nous pouvons simplement accepter ce que les autres prédisent. Nous pouvons abandonner, nous pouvons simplement accepter ce que les autres prédisent. Ou bien, nous pouvons nous mettre au travail et construire notre propre avenir. L'Inde a choisi la deuxième voie. Et ce faisant, ils n'ont pas seulement sauvé des millions de vies, ils ont changé la vie de nombreuses générations à venir. Cette révolution n'était pas parfaite. Rien de ce que l'homme entreprend n'est parfait. Elle a créé ses propres problèmes, comme tous les grands changements. Mais elle a donné à l'humanité quelque chose dont elle avait vraiment besoin, du temps. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager. L'agriculture façonne notre monde plus qu'on ne le pense, mais ces histoires restent souvent méconnues. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants qui ont changé notre monde.